Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Jean-Paul est avec nous. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va. Alors, on parle de quoi à la veille de Noël? À la veille de Noël, nous allons parler de la disparition de l'homme fort de l'armée algérienne, celui qui était devenu véritablement l'homme de l'ombre, celui qui était aux manettes même du pouvoir depuis la démission d'Abdelaziz Bouteflika, le chef d'état-major. Il s'agit donc du chef d'état-major de l'armée algérienne, le général Ahmed Gaïd Saleh. Il est décédé hier selon le communiqué qui a été diffusé par l'agence de presse algérienne de la suite d'une crise cardiaque. Il faut savoir qu'il avait été déjà admis dans un centre hospitalier depuis dimanche soir. Et donc cette nouvelle est tombée un peu comme un coup de tonnerre, parce qu'il ne faut pas oublier que la dernière image officielle du général, c'était lors de l'installation officielle, lors de la prestation de serment du nouveau président algérien, Albert Madjid Tebboune, que lui-même, Gaïd Saleh, avait tout mis en œuvre pour qu'il puisse être élu et installé. Il ne faut pas l'oublier, le 12 décembre dernier, il y avait une élection présidentielle, même si celle-ci avait été largement boycottée par les Algériens, 80% de taux d'abstention, mais cela n'avait... 80% de taux d'abstention. Et donc cela n'avait pas découragé le chef d'état-major qui avait imposé, qui avait demandé que le processus aille jusqu'à son terme. Et donc ce général-là, qui est considéré notamment par la rue algérienne, puisque depuis lors les manifestations n'ont toujours pas arrêté, celui qui est considéré par la rue comme étant le dernier, qui était considéré, puisqu'il est décédé, comme étant l'un des derniers remparts ou l'un des derniers vestiges de ce qu'ils appellent le système algérien, vient de tomber. Alors c'est quelqu'un qui aura tout au long de sa carrière notamment joué un rôle important d'abord dans l'armée algérienne, puis dans la vie politique à partir de 2004, lorsqu'il devient chef d'état-major de l'armée sur nomination d'Abdelaziz Bouteflika, et il devient aussi quelques mois plus tard vice-ministre de la Défense. Donc c'est quelqu'un qui avait la confiance d'Abdelaziz Bouteflika jusqu'au 22 février dernier, où lorsque celui-ci décide de briguer un 5e mandat, le général, à la surprise totale, décide unilatéralement de ne plus reconnaître l'autorité d'Abdelaziz Bouteflika et demande l'application de l'article 100 de la Constitution qui demande la mise en vacance de pouvoir en cas d'incapacité du président à exercer ses fonctions. Et donc à partir de là, cela va précipiter la chute de Bouteflika qui, à l'époque hospitalisé à Genève, va donc décider de démissionner. Et donc à partir de là, il passe de l'ombre à la lumière. Il devient l'une des personnalités qui est les plus en vue, notamment dans les médias algériens. C'est lui qui régulièrement, comme je le dis, passe à la télé, donne son avis sur tel ou tel sujet, réunit régulièrement les troupes algériennes et leur donne des instructions. Et donc, c'est lui qui véritablement tient d'une main de fer le régime en attendant, si tu veux, durant cette période trouble qu'a connue, qui a entraîné notamment le départ d'Abdelaziz Bouteflika. Alors, il faut savoir que maintenant, est-ce que sa disparition va entraîner véritablement un grand changement? Non, je ne pense pas, puisque il a été immédiatement remplacé par le général Saïd Chenzira. Donc l'armée qui s'attendait un peu, qui connaissait certainement mieux que le grand public, en tout cas l'état de santé du général Ahmed Salah, donc avait déjà prévu éventuellement un remplaçant. Alors cette personnalité aussi, qui est septuagénaire, il a 74 ans, le général Saïd Ahmed Galel en avait 76. Donc ce sont véritablement deux personnalités d'à peu près la même génération. Mais est-ce que ça va changer quelque chose, le fait que le général Gaïd Saleh ne soit plus là? Non. Apparemment, les choses vont certainement continuer comme il a laissé, puisque le président Abdelmadjid Tebboune a été installé. C'est lui le nouveau président de la République algérienne. Maintenant, celui-ci, depuis sa prise de fonction, s'attelle à essayer de mettre un terme à ces manifestations de rue
rues qui ponctuent chaque vendredi les grandes villes algériennes. Pour le moment, il n'y parvient pas parce que lui aussi, si on doit dire les choses telles qu'elles sont, c'était un proche de général Gaïd Saleh. Et donc, pour la rue, il n'a été qu'un instrument de Gaïd Saleh pour essayer de perpétuer, en quelque sorte, le système dont il a été l'un des ardents défenseurs. Et donc, c'est un peu cette image-là qui colle à l'actuel président algérien, d'autant plus que lui aussi, peut-être pas directement, je l'avais dit ici, par l'entremise de certains de ses proches, notamment son fils Khalid, il y a des affaires, notamment une affaire liée à de la corruption, une affaire liée à un trafic de cocaïne en Algérie qui avait même fait tomber la tête de certains officiers des forces armées algériennes. Donc toutes ces affaires-là pèsent également sur l'image d'Abdelmadjid Tebboune. Et donc tout ça fait qu'aujourd'hui, plus que jamais, on n'est peut-être pas dans une impasse, mais disons que les troubles que l'on observe aujourd'hui en Algérie ne vont pas s'arrêter, ni avec la disparition du général Ahmed Saleh, ni avec le président Abdelmadjid Tebboune à la tête de l'Algérie. Merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin sur les 104.5. La situation de Donald Trump en ce moment. Donald Trump, lui, il est tranquille, puisqu'il sait que, même s'il sait, évidemment, que en termes de communication, en termes d'image, la procédure d'impeachment qui a été initiée par la Chambre des représentants lui a fait énormément mal, mais on ne pourra véritablement mesurer l'ampleur des dégâts en termes d'image que lors des prochaines élections de mi-mandat, parce qu'il ne faut pas l'oublier, Donald Trump tient le Parti républicain, très peu, ou je dirais même quasiment aucun républicain en l'état, à l'approche des élections de mi-mandat, ne serait prêt à renoncer à un soutien du président américain, parce qu'il faut savoir que lui, il reste extrêmement influent, notamment sur la base conservatrice du Parti républicain, ce qu'on appelle les Tea Party. Donc là-bas, il est véritablement le champion. Les taux de satisfaction en tant que président dépassent les 90%. Donc il y a cet effet-là. Et puis, il ne faut pas aussi oublier que Donald Trump veut jouer sur deux effets pour sa réélection. La première chose, c'est de montrer que, évidemment, avec lui, il a été le champion de l'économie. Il faut savoir que le taux de chômage aux États-Unis est en dessous de 4%, donc on est quasiment en situation de plein emploi. Donc lui va jouer d'abord sur ces résultats économiques-là pour montrer qu'évidemment sa politique économique est la bonne, c'est-à-dire une politique économique qui est basée sur une déréglementation, une dérégulation, c'est-à-dire que véritablement on applique le principe du laisser-faire, on lève le plus de restrictions possibles qui, selon Donald Trump, sont des entraves à l'activité économique et donc à la création de richesses et à la création d'emplois. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que en détricotant l'ensemble, en mettant en avant l'unilatéralisme américain, c'est-à-dire en mettant en place son American First, il estime que c'est justement en se positionnant comme étant le véritable défenseur des intérêts des Américains, des intérêts économiques, de l'emploi américain, c'est tout ça qui a permis à l'Amérique d'obtenir les résultats que l'on peut observer aujourd'hui. Mais seulement, il faut y mettre un bémol, parce que lorsque l'on regarde maintenant, il faut bien regarder que la création de richesses de Donald Trump, telle qu'il l'a dite, ça n'a pas véritablement été le cas. C'est-à-dire que même en levant les restrictions comme la réouverture des mines de charbon, en permettant l'exploitation du gaz de schiste, tout ça n'a pas permis de création d'emplois exceptionnels dans ces domaines-là. Là où il y a eu véritablement de la création d'emplois aux États-Unis, c'est toujours dans les mêmes domaines qui ont été, qui ont reçu un coup de pouce, notamment de Barack Obama, lorsqu'il est arrivé en 2007 et dans lequel il a mis énormément d'argent. C'est d'abord l'industrie automobile. Il ne faut pas oublier que Barack Obama, lorsqu'il arrive en 2007, avec la crise des subprimes, il avait injecté plus de 700 milliards de dollars, non seulement dans les banques, mais aussi dans l'industrie automobile, ce qui avait permis de sauver l'industrie automobile américaine et de sauver aussi le système financier américain. Donc ce sont ces deux éléments-là. On peut y ajouter les nouvelles technologies qui permettent aujourd'hui aux États-Unis d'avoir le plein
plein emploi. Ce ne sont pas les emplois dans les mines, ce ne sont pas les emplois dans les bassins ouvriers qui ont constitué la base électorale de Donald Trump. Ce n'est pas là-bas où il y a eu énormément de création d'emplois. Ce sont des domaines, comme je vous l'ai dit, qui depuis 2007 constituent le fer de lance même de l'économie américaine. Mais lui, il va essayer de retourner ces chiffres-là en se focalisant sur la situation, sur les indicateurs macroéconomiques pour dire aux Américains, voilà, vous m'avez élu à la tête des États-Unis et durant ces 4 années, voici les résultats que nous avons obtenus. Et c'est à partir de là qu'il compte évidemment se faire élire. Et puis, il a aussi un deuxième avantage, c'est que jusqu'à présent, en face, il a qui ? Il n'a personne. Parce que depuis le début des primaires démocrates, il n'y a aucun candidat qui émerge véritablement. Ni Madame... ni comment il s'appelle, en tout cas aucun candidat démocrate n'émerge. Même Michael Bloomberg, qui a été le milliardaire démocrate, le créateur de l'agence Bloomberg, a même décidé de rentrer lui aussi en campagne pour essayer d'éviter une nouvelle défaite démocrate lors de la prochaine élection présidentielle. Donc tout ça, pour Donald Trump, c'est de bon augure, et ça, les sénateurs républicains le savent, et c'est la raison pour laquelle ils ne verraient pas l'intérêt pour eux aujourd'hui de lancer la procédure d'impeachment et entraîner la destitution de Donald Trump avec le risque de perdre et des sièges de sénateurs et la présidence américaine. Jean-Paul Guillaume, oui. Et Jean-Paul Guillaume Soro poursuivi en justice. Ah, mais ça, ce n'est pas étonnant, parce que évidemment, disons que le divorce était déjà clair entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara, depuis que celui-ci avait refusé d'intégrer le grand parti des eaux-fouettistes, comme voulait le créer Alassane Ouattara, c'est-à-dire une fusion du RDR et du PDCI. Alors, Henri Konan Bédié, d'une part, n'a pas adhéré au projet, Guillaume Soro aussi n'avait pas adhéré à ce projet, donc lui, il avait décidé de prendre une autre voie. Cette voie-là était de se rapprocher de celui qui est considéré comme l'ennemi, pas l'ennemi, disons le véritable adversaire ou ennemi aussi politique de Alassane Ouattara, en faisant un rapprochement avec Laurent Gbagbo. Et donc certainement que tout ceci a été très mal vu, ça on le sait, très mal perçu par Alassane Ouattara et surtout par certains de ses proches qui considèrent que là, en faisant ce rapprochement non seulement avec Laurent Gbagbo, mais aussi avec Charles Blé Goudé, parce qu'il ne faut pas oublier que depuis lors, aussi bien Laurent Gbagbo que Charles Blé Goudé, Guillaume Soro a rencontré la plupart de l'ensemble des personnalités de l'opposition ivoirienne. Et puis, Guillaume Soro n'a jamais caché son intention de briguer la présidence ivoirienne. Il a même créé un parti pour ça. Il avait déjà mis en place un ensemble de groupes de soutien. Et donc, lui, ça c'est un secret de polichinelle, il était clair qu'il devait se lancer lui aussi dans la longue course à la présidentielle. Alors donc, si la justice s'intéresse s'intéresse à lui, étant donné le rôle central qu'il a joué durant de la rébellion jusqu'au renversement de Laurent Gbagbo, passant par la première partie du premier mandat d'Alassane Ouattara. Maintenant, on va voir ce que la justice lui reproche, mais ces poursuites judiciaires-là en soi ne constituent pas, à mon sens, quelque chose de particulièrement étonnant, vu évidemment, lorsque l'on s'intéresse à la personnalité de Guillaume Soro et au rôle qu'il a joué dans la politique ivoirienne et au regard des relations qui sont totalement délétères, les relations délétères qu'il entretient avec Alassane Ouattara et son entourage, vraiment, moi, ça ne m'étonne pas. Merci Jean-Paul Gina. Non, c'était la question de Guillaume Soro que je voulais aussi poser, parce que j'ai vu ça hier. Merci, Jean-Paul est avec nous ce matin sur les 104.5 pour l'actualité internationale dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale, restez connectés. Da Fresh Morning.